Le voyage est dans son ADN. Son père était pilote de ligne, il a donc eu la chance de découvrir le monde depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, mon invité, Steve Gentis, voyage aussi bien comme on peut imaginer le voyage, mais pas que. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast, rediff d'une interview que j'ai réalisée en 2023. Imaginez mon invité et moi dans un dojo caché au cœur de la capitale, pieds nus sur un tatami. On va parler aussi d'écologie, un sujet qu'il souhaite conscientiser pour un amoureux du voyage, de ses tout premiers voyages dans les bras de son papa aux manettes, d'une rencontre inoubliable, celle de son âme sœur, ou encore de l'Asie, qui l'a nourri pendant toute sa vie. La philosophie et les arts martiaux font aussi partie de ces voyages, vous l'aurez donc compris. On va aussi parler de voyage spirituel, voyage intérieur avec Steve Gentis. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon voyage. Je suis hyper heureux aujourd'hui de vous présenter Steve Gentis qui est ici même, nous reçoit dans son dojo. Ça va Steve ? Ça va, Mathieu, merci. Toujours une joie de te voir. Apparemment, je suis très content. Alors Steve est, en fait, je ne sais pas trop comment te définir, Steve, parce que tu es une espèce de tout, mais tu es surtout, avant tout, alors, je ne sais pas si tu as trop envie qu'on dise un sportif, parce que tu es aussi un acteur, parce que tu es aussi un artiste, tu es une espèce de tout, mais tu es avant tout un amoureux des arts martiaux. Tu es un amoureux de la vie, tu es un amoureux de la méditation, tu es un amoureux de tout plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous le présenter et surtout de parler avec toi de voyage. Et le voyage, pour toi, c'est un tout. C'est pas juste le voyage à l'autre bout du monde, c'est aussi le voyage en soi. Et toi, le voyage, ça a commencé quand tu étais tout petit, déjà avec un papa pilote. Donc, tu as grandi dans le voyage, en fait. Ouais, c'est un truc que tu connais depuis que tu es tout petit, c'est-à-dire que c'est normal pour toi, le voyage. Ouais, c'est vrai que, évidemment, on partage. Tu vois, c'est un milieu, c'est un domaine assez particulier d'avoir cette ouverture sur le monde. Cette possibilité de voyager, de voir le monde et d'en faire son métier ou sa vie ou sa vocation. Et moi, donc, dès petit, j'ai eu cette chance, en tout cas, de baigner dans le milieu aéronautique, dans le milieu des avions. J'allais en voyage en cockpit avec lui sur le fauteuil de l'instructeur, c'est ça, derrière. Ouais, sur le jump seat. Donc j'ai passé du temps avec lui. Lui, il était pilote sur des Boeing, notamment 737, donc sur des moyens courriers. Et avec lui, j'allais aussi dans des petits avions d'aérodrome. On partait en week-end. Donc mes parents n'étaient plus ensemble. J'étais avec ma mère la plupart du temps, mais comme mon père, il voyageait énormément, dès qu'il avait l'opportunité, il venait me récupérer, je sautais avec lui dans un avion ou dans un hélicoptère et on partait en week-end sur une île, sur une plage en Corse. Tu as quand même fait des choses que tout le monde ne fait pas. Il y a un côté magique. Énormément de reconnaissance, de gratitude d'avoir eu la chance de pouvoir déjà voir un peu le monde avec une perspective C'est ce que j'aime bien dire. En fait, quand on est dans l'avion, on est dans un moment suspendu, on est coupé du monde, coupé de tout, coupé du temps, on est coupé de tout et puis on voit la Terre d'une façon différente. Il y a un côté un petit peu particulier aussi parce qu'on sait que malgré tous les efforts que les compagnies peuvent faire pour limiter leur émission de gaz, de trucs, de machin, ça reste quand même, on le sait, c'est quand même quelque chose qui pollue, mais c'est particulier d'être amoureux du voyage, amoureux de la planète et de se dire que bon, on la détruit un petit peu en même temps, mais il faut se limiter peut-être un petit peu. Toi, tu as une certaine conscience de ça quand tu voyages dans ta vie aujourd'hui d'adulte, tout ça, ça te parle? Comment tu gères ça, toi? La question de l'écologie, elle est réellement centrale. Je pense que ça s'inscrit évidemment dans la transmission. Pour moi, le fait d'avoir cette approche justement holistique, corps-esprit de l'humain, ce qui me passionne et ce qui m'anime, c'est de voir comment est-ce que l'on peut réaliser son potentiel humain, comment est-ce que l'on peut libérer ou mettre en action tout ce que chacun a en soi. C'est réellement quelque chose de fascinant de voir tout ce que l'humain peut faire. Et évidemment, l'homme sans son environnement, sans la Terre, sans cette planète, n'est pas. Et nous sommes la nature. Il n'y a pas de séparation entre l'humain et la nature. Nous sommes une part intégrale de la nature. Donc c'est une question qui devient même philosophique et complètement centrale, surtout à l'heure actuelle, comme on voit que nous sommes à la fin d'une ère, qu'on a détruit beaucoup de choses dans notre environnement. Donc évidemment, la question de trouver sa place
et vivre en harmonie avec ce monde, dans ce monde moderne où les déplacements, où tout ce que l'on fait au quotidien pollue, un impact, détruit, et on a tous un impact. Donc peut-être qu'il y a une approche qui peut être moins dramatique, enfin je veux dire évidemment qu'on est allé très très loin dans la destruction, mais au lieu de toujours rabâcher ce qui fait peur, ce qui divise, de réprimer, c'est réellement, je pense, tomber réellement en conscience et amoureux d'autant plus de cette planète, et que l'écologie, ça ne soit pas quelque chose qu'on fait parce qu'on nous dit de le faire ou parce qu'on nous attaque au porte-monnaie. Toi, alors pas au quotidien, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais toi qui, j'imagine, t'alimentes énormément de ce qui peut se passer à travers le monde, de par ta pratique, de par ton métier, de par tout plein de choses. Est-ce que ça, à un moment donné, tu t'en es conscient? Est-ce que tu te limites dans tes voyages ou pas? Enfin, ou est-ce que tu te limites un peu moins? En revanche, dans ton quotidien, tu fais hyper attention. Enfin, comment tu arrives à jauger tout ça? Je ne sais pas si tu voyages beaucoup déjà, par an, je sais, tu vois, mais voir un petit peu comment... est-ce que toi, tu t'en sors là-dedans? Bah ouais, je tâche de limiter, évidemment, d'utiliser au maximum mes jambes. Ouais. Donc tous mes déplacements au maximum, vélo, à pied, train, avion, j'en prends parce que voilà, on va en parler certainement un peu plus dans cette discussion, mais c'est quelque chose je dirais pas de vital, mais en tout cas fondamental de pouvoir voyager, de pouvoir aller découvrir le monde si on en a la possibilité. C'est merveilleux évidemment. Donc c'est trouver cet équilibre. Ne pas être dans l'outrance, quoi. Enfin, c'est juste. Ouais. Et puis avoir une manière de voyager consciente. Il y a forcément, on peut toujours améliorer sa manière de se déplacer, on peut toujours optimiser, on peut toujours agencer les choses. Je pense que évidemment cette question d'écologie, elle est tellement au cœur de toutes nos habitudes, de toutes nos actions, et chacune de nos actions, elle a une répercussion sur la totalité, sur nous tous, sur l'environnement et sur chacun d'entre nous. Donc, évidemment, quand on a cette perception du monde et de l'interdépendance, de l'interaction de tout ce que l'on fait, nécessairement, on adapte notre comportement. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, comme tout le monde, je pollue et certainement beaucoup trop. Mais en tout cas, dans chacun de mes gestes, le plus possible en conscience, t'en es conscient, je tâche d'agir en me disant que chaque chose a une répercussion sur tout le monde et surtout sur nos enfants également, évidemment. Tu parles d'enfants, on va revenir un petit peu dans ton papa pilote. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier voyage? En tout cas, quel est le voyage qui remonte le plus loin comme ça dans tes souvenirs? Celui qui, je sais pas, le petit Steve dans l'avion ou à l'autre bout du monde, ce serait quoi ton plus vieux souvenir de voyage? J'ai des flashs dans les bras de mon père justement sur le tarmac, ouais. en train d'être amené justement dans un cockpit. Je pense qu'à cette époque, il était beaucoup au Bourget. Ouais. Et je pense que ça devait être un vol peut-être juste, tu vois, entre le Bourget et Roissy pour déplacer un avion. Ouais. Donc j'ai des flashs, mais j'étais vraiment tout petit. Wow. C'est une ambiance particulière. Et réellement, on va quitter le sol. C'est ouf. On n'est pas fait pour fascinant. voler. On n'est pas fait pour voler, nous. Donc du coup, là, on vole, on fait un truc. J'imagine, c'est un petit peu le même kiff que les gens qui font de la plongée, tu sais. On n'est pas des poissons, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas des oiseaux, mais on essaie de faire comme si on en était. Et on change de dimension. Mais ouais, complètement. Et alors, donc là, c'était pas vraiment un voyage, c'était une première expérience dans un avion. C'est quand même un voyage quelque part de quitter la Terre, parce que tu quittes la Terre pendant quelques minutes. Voyage. J'ai le souvenir très jeune d'avoir été amené en Grèce. Ouais. Et là, pareil, des sensations, des bribes de flash, de soleil, de lumière, d'océan, de réflexion de cette lumière, comme on a dans les îles grecques. C'est absolument somptueux. Et je pense que c'était la Grèce, le premier voyage très très jeune. Très jeune. Et marqué justement, je pense déjà par ses sons, ses odeurs. Je veux dire, c'est les éléments qui te parlent, c'est les sens, éléments, ouais. C'est pas un spectacle que tu aurais vu, c'est pas. Non, là on parle de la nature. Enfin, clairement. Tu étais déjà branché hyper nature dès que tu étais tout petit. C'est la nature. Ouais. Et principalement, je dirais, dans le voyage, c'est l'humain et la nature. Ouais. Ça serait ma définition de la richesse du voyage. Ouais. C'est l'environnement et les rencontres. C'est un copain qui s'appelle Mehdi, que j'ai interviewé, la vidéo est déjà en ligne, qui me parlait justement du voyage. Pour lui, c'était la rencontre. Ouais. Et je peux comprendre que chacun ait sa façon de voyager. Hein. Il y a des voyages que je vais faire, enfin des voyages d'escale ou des voyages, j'aime bien être seul. Oui. Dans ma bulle, dans mon truc. Et d'autres voyages où j'adore rencontrer des gens, papoter, essayer de comprendre un petit peu comment ils vivent, tu vois. Enfin, il y a quelque chose d'hyper important là-dedans. Est-ce que tu as fait une rencontre inoubliable lors d'un voyage?
Alors, il y en a eu plusieurs, évidemment. J'imagine. C'est difficile d'en identifier. Mais une dont tu voudrais parler et partager avec nous. Celle qui me vient instantanément, c'est, on va appeler ça une âme sœur, vraiment quelqu'un où il y a cet électrochoc, cette évidence dans la rencontre. Une femme avec qui nous avons été pour plusieurs années ensemble et qui aujourd'hui est réellement une sœur. Je pense que cet amour a juste évolué, a dépassé le cadre de ce que l'on peut appeler le couple, etc. Et c'est réellement une sœur d'âme. Et c'est drôle parce que j'ai senti, alors c'était en Californie, je sentais que ce voyage allait être quelque chose de décisif, quelque chose, un tournant dans ma vie. Avant même de partir là-bas. Et j'ai réalisé par la suite que ça a été justement cette rencontre. C'est vrai que tous les deux, on a complètement influencé nos trajectoires de vie pour le meilleur. Ça a été un bouleversement, je pense, mutuel dans nos trajectoires. Qu'est-ce qui a été si bouleversant pour que ça te marque? Des paroles, des mots, une connexion, parfois même, j'imagine pas forcément de paroles, peut-être que vous comprenez juste… Assez instantané, le regard, la présence, l'énergie, cette sensation de se connaître peut-être d'ailleurs, cette évidence et en même temps cette opposition, ce paradoxe. Elle était mon yin, j'étais son yang, j'étais son yang, elle était mon yin. Il y avait une complémentarité où je pense qu'on a été l'être humain qui a permis à l'autre aussi de fleurir, d'émerger dans beaucoup de dimensions de nos vies communes. Et ce voyage a été finalement un voyage dans le voyage parce que ça a pris une trajectoire complètement différente à partir du moment où on s'est rencontrés. Elle vivait à l'étranger, on s'est retrouvés par la suite en France à vivre ici. Et oui, je pense que s'il y avait une rencontre que je devais retenir, c'est cette personne qui aujourd'hui est une sœur de cœur. Elle doit complètement comprendre ce que tu dis et en même temps, elle doit être hyper touchée par ce que tu dis, parce que ça fait toujours énormément plaisir d'entendre ces mots. Enfin, c'est beau ce que tu dis. On n'a pas tous une âme sœur comme ça. Parfois, peut-être qu'on en a et on ne s'en rend pas forcément compte. À mon avis, tu t'en es vite rendu compte. Dès le premier regard, tu me dis, il s'est passé un truc, tout de suite, tu as senti… elle t'a fait voyager dans ta vie? Oui, c'est parfois si rare et singulier d'avoir une telle connexion avec un autre humain à tout niveau, intellectuel, corporel et charnel forcément au début, spirituel. Et on a beaucoup voyagé ensemble. Par la suite, on est parti notamment en Asie, passé pas mal de temps en Thaïlande, etc. C'est une grande voyageuse. C'est quelqu'un qui a cette faculté de prendre juste un sac à dos et de partir. Elle a cette tchatch naturelle, ce culot, ce charisme très magnétique. Et elle m'a beaucoup appris aussi à ce niveau-là, justement, sur cette capacité à aller voir n'importe qui et tout de suite à connecter. C'est quelqu'un qui voyage, c'est aussi quelqu'un qui a voyagé dans son corps, qui est né dans un corps et qui a changé. Donc elle a aussi un voyage spirituel. Identitaire. Et voilà, exactement. Donc il y a une humanité, une richesse. J'imagine. Et c'est vrai que cette rencontre, elle a été une grande influence pour tous les deux. Et aujourd'hui, on est toujours finalement là, l'un pour l'autre, et on est comme des compagnons de bonne aventure, quoi. Chacun sur sa route, mais il y a toujours cette connexion d'âme. Toujours ce lien, cette connexion. Vous voyez souvent, on se voit souvent. Oui, on se retrouve aussi parfois justement à l'étranger. Et voilà, ça serait réellement la rencontre que je retiendrai et qui est synonyme de changement aussi de paradigme. Quand tu rencontres une personne et que mutuellement, tu t'élèves, tu t'éveilles dans l'amour. Tu grandis. Tu as fait une petite allusion à l'Asie tout à l'heure. Il me semble que le Japon a été un de tes voyages, peut-être l'un des plus… Peut-être que tu y es allé plusieurs fois, mais je sais que le Japon, c'est quelque chose c'est un endroit qui t'a énormément marqué. Le Japon. Tu vois, c'est imprégné, cet espace est imprégné du Japon. Ah bon? Non, l'Asie, clairement, a été quelque chose qui… a été un lieu, un continent qui m'a beaucoup parlé, inspiré, nourri depuis l'enfance, évidemment, en rapport avec les arts martiaux et la philosophie martiale et en creusant ce qu'il y avait derrière les arts martiaux, évidemment. On a une profondeur abyssale d'enseignement philosophique, spirituel, provenant pour les arts martiaux principalement d'Asie. Donc ça a été aussi pour moi les débuts des pratiques méditatives et yogiques, tout ce qui m'a après amené à me former et par la suite à transmettre. Et le Japon,
j'ai pris du temps. J'ai mis le temps avant d'y aller. Ok. C'était presque comme si il fallait être prêt, il fallait être mature pour pouvoir retourner. Légitime. Ouais. Et on a tous peut-être des archétypes, on se réfère tous à des images, à des personnages. Alors on pourra l'interpréter comme des vies antérieures, des projections de la conscience, peu importe. Mais il y avait en moi un peu cet archétype du guerrier pacifique, du samouraï, mais du guerrier de lumière au sens où la voie martiale, c'est un prétexte pour diffuser l'harmonie autour de soi. Déjà, tâcher de, quelque part, le seul combat que l'on a, c'est envers soi-même, dans le sens où on doit se transcender, on doit se dépasser, on doit se vaincre pour être un meilleur humain, quelque part, quelqu'un qui puisse contribuer. Et tout ça, ça m'a amené vers le Japon, dans le sens où c'était la racine de certains arts martiaux que j'ai pratiqués enfant, la méditation, le zen, etc. Et le jour où j'ai touché ce sol japonais, ça a été hyper puissant. Et en même temps un choc aussi, parce qu'il y a évidemment toute une partie du Japon qui a totalement oublié. Oui, qui est plus du tout dans la tradition de rien, et peut-être un peu de déception et en même temps beaucoup de magie, j'imagine que ça a dû être… Un paradoxe total. Encore une fois, ouais. ces oppositions, cet équilibre yin et yang, ce côté complètement hyper technologie où tout le monde est dans son petit écran. C'est une espèce de futur particulier, le Japon. Séoul aussi, la Corée, il y a un côté un peu comme ça, mais avec la tradition qui est hyper présente et complètement imprégnée et qui est là. Et en face de ça, tu as des trucs, mais c'est, comme je dis, c'est le turfu, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans le même… et c'est vrai que si toi, tu as fantasmé et grandi avec cette culture sans machin, tu as projeté quelque chose et ça a dû te faire… Je créais quelque chose dans ma tête, évidemment, influencé par les films, par les mangas, par la littérature. Par toutes tes pratiques, par tes parents, partout, en fait. C'est tout qui t'a… Et alors, tu te sens comment quand tu arrives là-bas? Il y a une part du romantisme qui, quelque part, s'effondre. Parce que je tâche d'être aussi lucide sur ce que je ressens au contact des choses, donc de voir aussi énormément de personnes isolées dans leur écran. On sait qu'au Japon, il y a un réel problème sur les relations au sens large. Il y a beaucoup de personnes sont seules, une population qui vieillit, etc. Donc on est déjà sur une île en plus. Il y a un réel isolement entre les personnes. Et un oubli aussi d'un héritage de plein de richesses justement spirituelles et autres. Le Japon, c'est le cœur du zen. Donc le zen qui est un type de bouddhisme, mais dont l'enseignement est essentiellement par l'assise, par le silence. Il n'y a pas de Dieu en réalité. C'est la nature, c'est nous, c'est le cosmos, c'est la contemplation de ce qui est fondamentalement. Et c'est extrêmement puissant, sans me considérer bouddhiste ou zen. Ça a été une énorme part pour moi d'apprentissage sur la vie en général. Et le Japon étant donc très très profond au niveau de ses enseignements dans certaines philosophies, notamment avec le zen, le shintoïsme, etc., on s'attend à trouver des héritages assez présents. Mais dans des villes comme Tokyo, on est dans l'inverse, on est dans l'opposé. On est tout sauf présent. C'est ce que, pour y être allé une fois, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et puis en même temps, moi, j'étais dans le cadre du travail, donc c'était autre chose. Et là, j'ai déjeuné hier avec ma meilleure amie qui est partie au Japon pendant 2 semaines. Et je lui ai dit, alors, Tokyo, t'as kiffé? Elle m'a dit, bon, voilà, j'ai fait 2 jours à Tokyo, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais être dans la nature, je voulais me balader, je voulais être avec les éléments. Donc elle est partie ailleurs. Et effectivement, elle m'a dit, oui, Tokyo, oui, bon, bah oui. Le Japon, il y a des gratte-ciels de partout, il y a des trucs, ok, ça bouge, il y a quelque chose, mais c'est pas, voilà, si tu veux, va à New York, si tu veux des buildings, tu vois. Mais bon, le Japon n'est pas Tokyo, c'est ça, la nature est magnifique, il y a justement avec tous ces courants spirituels où les esprits de la nature sont omniprésents, les montagnes, les fleurs, les cerisiers, tout est sacré. Et ça fait partie de la poésie et de la beauté japonaise. Donc dès que l'on sort des grandes villes, on se retrouve. Tu te reconnectes à ce moment-là avec… Voilà. Et donc il y a ces deux aspects au Japon. Il y a le futur ou le présent hyper technologique, et il y a en même temps ce temps en suspension, cette poésie omniprésente, et ces personnes qui ont encore une manière justement d'incarner cette vie où on fait une chose à la fois par la cérémonie du thé, par les endroits où on médite, par les endroits où il y a la pratique des arts martiaux traditionnels, le tir à l'arc, le kyudo et toutes ces choses-là. Et donc voilà, le Japon pour beaucoup de raisons a été un voyage transcendant pour moi et révélateur
de ce qui finalement, j'ai réellement aussi compris ce que j'aimais et pourquoi dans certains de ces arts, et j'ai pu aller un peu à la racine et au cœur de ces choses-là. Plus loin, voilà, les embrasser peut-être encore un peu plus profondément. Donc ça, c'était un très très beau voyage. C'était un long voyage ou tu y allais plusieurs fois? C'était un long voyage. Ouais. Je suis resté plusieurs mois là-bas. Okay. Et ça a été aussi une synchronicité avec des amis, pareil, où on a une connexion très, très forte de cœur, d'amitié, où je me rappelle de très longues marches dans les temples à Kyoto, dans la nature, aller pratiquer ensemble dans des dojos. Donc, il a été synonyme, ce voyage, d'un changement de cycle aussi, je pense. Ah oui. Et j'ai pensé en fait m'installer au Japon. Ah, carrément? Ouais, réellement. Ouais. Mais c'est assez récent, ça? C'est assez récent, ouais. Ouais, c'est assez récent. C'était l'année dernière. Oui, ce que j'allais dire, il y a peut-être 2-3 ans, mais non, il y a eu le Covid. Enfin, voilà, mais c'est hyper récent. Tu te sens comment là maintenant, le fait d'être allé là-bas, d'être revenu en France, à Paris? Ça te manque? Tu te sens à ta place ici à Paris? Toi qui as voulu éventuellement vivre au Japon, tu te sens comment ici? Paradoxalement, mais quelque part c'est certainement logique, en fait ça m'a amené à aimer encore plus être ici. Ah, cool. Il y a eu un voyage aussi interne qu'externe finalement au Japon par tout ce qui s'est passé, par toutes ces aventures. Il y a eu des situations mystiques même là-bas. Et le voyage dans le voyage m'a amené aussi à revenir sur qu'est-ce qui est l'essentiel dans ta vie. Et l'essentiel dans ma vie, c'est réellement les proches, ceux qu'on aime, la famille, les amis. Et la plupart de ces proches sont en Europe. Et je comprends. Aussi puissant a été l'appel de ce continent pour pouvoir justement aller plus loin dans ces arts martiaux, dans ces arts méditatifs que l'Asie et le Japon, qui je pense restera un lieu de pèlerinage, un lieu où je continuerai d'aller voyager, de me former, d'apprendre, d'approfondir. Mais ça m'a amené à me dire que je voulais être ici et justement développer certaines choses ici et peut-être faire un pont entre certains outils et certaines richesses de là-bas et de les partager ici. J'ai quand même l'impression que, et ça va faire un petit peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le voyage intérieur, que tu pars au Japon, donc à l'autre bout du monde, en voyage, pour te recentrer sur toi. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, tu y vas pour le côté méditatif, pour apprendre, pour absorber, en fait. Et tu parlais justement du voyage intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Quel est ce voyage intérieur que tu effectues lorsque tu es à l'autre bout du monde, au Japon, en voyage? Alors, chaque voyage, et ce depuis quelques années pour moi, est synonyme d'apprentissage. C'est initiatique en fait. Et on a beaucoup parlé de l'Asie, mais il y a eu aussi l'Amérique latine ou d'autres pays en Europe. Et chaque voyage, je tâche d'aller y trouver quelque chose, d'aller me former, d'aller apprendre, d'aller au contact, d'aller rencontrer. Et il y a toujours une quête, il y a toujours en fait un fil d'Ariane dans les voyages. Et ce fil d'Ariane est très souvent de l'ordre du voyage intérieur. Par les pratiques. Alors, dans d'autres voyages, ça a été plus, par exemple, le contact avec des chamans et l'utilisation de plantes médecines dans la pure tradition. L'ayahuasca, par exemple, et d'autres plantes. Donc, on est clairement dans des voyages immobiles ou des voyages internes. C'est un voyage de conscience, c'est un voyage de l'âme, de l'esprit. Et l'essentiel de mes voyages est porté sur ce type de voyage parce que, comme on le disait un peu plus tôt, c'est ce chemin de vie, il est autour de l'humain, autour du potentiel humain et autour de tous ces outils et ces richesses de toutes ces différentes cultures au niveau thérapeutique, au niveau conscience, au niveau sagesse, au niveau philosophique. Donc le voyage immobile, le voyage interne, il est au cœur de tous mes voyages. C'est vraiment ce qui m'anime dans le fait de voyager. Et tu peux l'effectuer, ce voyage, tout en étant ici? En étant ici et de manière immobile, évidemment, puisque c'est un peu l'idée de la méditation. Enfin, il y a une énorme manière, un énorme panel de types méditatifs, mais l'idée et le concept de pouvoir voyager avec son esprit est quelque chose de réel que nos ancêtres, dans beaucoup de cultures, avaient déjà compris et réalisé. Plus ça coûte moins cher. Ça pollue moins. Ça pollue moins. C'est pas mal quand même, mine de rien. Non, mais je veux dire, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un côté magique, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de voyager à l'autre bout du monde pour te rendre heureux. Tu peux être heureux juste avec toi-même, ici, si tu sais à peu près voyager dans ton corps. C'est un peu ça l'idée?
En fait, c'est que ça peut paraître des belles paroles, un truc un peu hippie, etc. Mais tout part de notre intérieur. Ouais. Notre niveau de conscience, notre expérience de vie dépend de notre niveau de conscience. Tout ce que l'on va manifester, matérialiser, c'est aussi une projection de notre intérieur, une projection de nous-mêmes, notre rapport au monde et notre sens de l'identité, tout. Oui, tout ce qu'on reçoit, c'est que ça part de nous. Oui, bien sûr. Ouais. Et le fait de voyager en soi, de développer cette faculté d'auto-analyse, d'introspection, de perception en fait fine de ce que nous sommes, ou de l'idée de ce que nous sommes, de réussir à plonger dans ses failles, dans ses peurs, dans ses schémas limitants, dans ses névroses, dans toutes ces choses-là. C'est en soi un voyage et c'est justement ce grand voyage de la vie aussi, de travailler, d'investiguer, de voguer dans son cœur, dans sa sensibilité, dans son esprit, dans son mental. Et peut-être que notre société l'a aussi oublié, que cette part de voyage initiatique interne, que le temps que l'on doit consacrer à s'étudier, à voyager dans sa conscience, c'est quelque chose de fondamental et c'est en soi un voyage quotidien. Chaque interaction, chaque situation, chaque relation nous amène à cette possibilité de nous découvrir un peu plus et éventuellement d'aller au-delà de nos limites ou de nos parts de division interne. Et en ça, le voyage interne est On a tout en nous, en fait. On a tout en nous. Steph, c'était quoi ton dernier voyage? T'étais où? Dernier voyage, c'était avec un de mes très bons amis, où tous les deux, on est des aventuriers dans l'âme, et on appelle ça l'aventure, justement. On appelle ça l'aventure. Et on part. La plupart du temps, lui, il a une voiture où on peut mettre des vélos, de quoi escalader, de quoi dormir dehors, de quoi se nourrir, être un peu en autosuffisance. Et on regarde une carte et on part. Et on le fait 2-3 fois par an à l'aventure. On se laisse porter par le feeling, le moment. Réellement, l'instant, on est tous les deux très instinctifs et ça devient un grand prétexte à des grandes discussions, à refaire le monde encore et encore sur la route des heures. C'est ce qui est génial dans le voyage. Il y a un truc, ce que j'allais dire, en bagnole, la conversation. On se dit beaucoup plus de choses. Moi, je rêve de faire ces vidéos en bagnole. Alors, la marche, la voiture. La marche aussi, parce qu'en fait, on regarde tous les deux, tous les trois. Tous les deux, c'est mieux à deux, dans la même direction. Se regarder dans les yeux, c'est particulier. C'est pas forcément évident de se parler et de tout se dire. Je trouve qu'en voiture, on se dit beaucoup de choses très vite. Le paysage changeant. Puis on passe, c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais on accélère le temps quand on est en voiture. Côte à côte. Parce que c'est pas humain. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, l'avion, c'est pas humain, machin, mais la voiture, c'est pas humain non plus. Le corps humain devrait marcher juste tout doucement à 4 km/h. Là, tu es en bagnole à 100 km/h. C'est sur une autre échelle. Je sais pas, il y a tout qui fait qu'en bagnole ou en marchant, on se dit des choses, on va loin. Donc je comprends ce que tu veux dire, les grandes discussions comme ça. Exactement. Ça doit être hyper enrichissant et ça va faire du bien. C'est genre une espèce de bilan à un moment donné. C'est une thérapie. C'est c'est une manière, en tout cas, je pense, de la discussion en général, de verbaliser énormément de choses, d'aller au fond dans certains sujets, d'aller dans l'intimité, dans ce partage finalement, ce qui fait que l'humain est aussi merveilleux lorsqu'on peut avoir justement des interactions profondes et ouvertes et sans barrière. Et entre autres avec cet ami, on partage ça et le voyage devient une manière de le célébrer, une manière de vibrer ensemble, de découvrir ensemble et d'être aussi ces enfants qui explorent. On est souvent guidés, on appelle ça des artefacts. On voit par exemple une église ou un autre bâtiment quand on est dans un autre pays ou une sculpture ou quelque chose en haut d'une montagne. On se dit faut qu'on aille là et on y va. Et si on ne peut plus y aller en voiture, on finit à pied. Et si on ne peut plus finir à pied, on trouve un moyen. On prend un bateau, quelque chose et on est guidé. On est réellement guidé et j'adore ce type de voyage aussi et beaucoup de marches justement. C'est-à-dire que on parlait de la pollution et ces choses-là et par exemple en Europe, la beauté, la variété des paysages, elle est quasiment illimitée. Il y a une variété. C'est ce que j'essaie de dire à plein de gens. J'ai beau travailler sur du long courrier, je leur dis mais allez pas à l'autre bout du monde pour voir des choses magnifiques. Des choses magnifiques, on va parler du Japon, l'Amérique latine, c'est sûr. Mais je dis mais en France, déjà tu vas en France. Tu vas entre la Bretagne, l'Alsace, tu descends, tu vas à Rocamadour, tu vas en Corse, c'est extraordinaire ce qu'on a comme paysage et comme
En plus, tout est complètement différent. C'est ça. T'as à la fois Les hyper roches, humide, les couleurs, c'est la magnifique. faune, la T'as des flore. trucs de dingue. T'as le monde entier en France. Ouais. Pour moi, il y a le monde entier en France. Et on est sur un continent où on peut passer des frontières en plus assez facilement. C'est ça. C'est Donc là, tu nous as pas dit, mais C'est je crois que notre tu nous as manière. donné Ouais. une clé. C'était en Europe ce voyage? C'était en Europe et on n'est pas allé loin. Ouais. On va certaines fois on baroude quand même Ouais. assez loin. Là, Ouais. on est resté en Suisse parce qu'on est Ok. tombé amoureux d'un Trop petit village qui s'appelle Vals. Je ne Ok. sais pas si tu connais, Non. qui est niché dans les montagnes en Ouais. Suisse, à 1 heure de Zurich. Et il y a des thermes, il y a des sources d'eau. Et tu as une eau pure, des ruisseaux, des torrents qui dévalent de la Wow. montagne. Et finalement, on s'est posé là et on a fait énormément de marches dans les montagnes. C'était la période où tu as toutes ces fleurs jaunes qui tapissent. Et c'était des heures de méditation, des heures de marche avec des sportifs aussi, de vélo, de bains froids à se mettre dans les ruisseaux en haute montagne. Et juste d'être ensemble, de cuisiner l'un pour l'autre, d'avoir ces moments de… Sur des tranches de combien de temps à peu d'amitié. près? En général, 1 semaine, 8 jours. Ouais. Mais on y va quoi. Ouais, c'est intense. Ouais, c'est intense. C'est quoi ton voyage, le voyage de tes rêves? Ce serait quoi? Le voyage de mes rêves. Ouais. Donc, si on considère le rêve, c'est quelque chose qui est sans limite quelque part. Allez, pas de limite. Le voyage de mes rêves, ça serait clairement un voyage interstellaire, un voyage dans le cosmos, un voyage au travers des galaxies. Oui, très 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 loin. très loin. Ouais. Le ciel, peut-être de cette influence d'avoir un père qui était déjà là-haut. Quand j'étais allongé dans l'herbe, tout petit, je me disais, est-ce que c'est papa là dans cet avion? Et le regard vers les étoiles a été, étant lui aussi quelqu'un qui était très évidemment dans l'astronomie, dans le fait de se repérer, la navigation par les étoiles. J'ai contemplé le ciel et depuis tout jeune, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ce cosmos. Et aussi l'échelle justement, de se dire que nos vies d'êtres humains, nos corps, même cette planète, à l'échelle de l'univers qui est infini, en expansion, C'est vertigineux. multidimensionnel, c'est tellement vertigineux, c'est même au-delà de la capacité de l'esprit humain on n'y arrive de pas. l'appréhender. Ouais. Peut-être qu'on peut le ressentir uniquement avec le cœur, sentir qu'on fait part de ce tout, de cette nature, de ce cosmos infiniment, infiniment grand. C'est pas ça que tu vas chercher dans tes voyages intérieurs? Certainement, certainement que c'est le seul moyen d'être au contact de cette immensité, c'est le silence, hors du mental et de descendre plus ici et de laisser la perception par tous les sens hors du temps quelque part et en même temps pleinement dans le présent. Mais c'est peut-être le seul moyen de l'appréhender justement, c'est de ne pas savoir, de s'en remettre à ce mystère, à cette immensité, à cette impermanence aussi. Hein. On vit chaque jour, nous approche de la mort. Et on hein, ne sait sans pas être ce qui va dramatique, se passer c'est une demain, réalité. après-demain ou dans 20 ans. Enfin, Memento mori. c'est- Et c'est vrai que cette échelle peut être angoissante, je peux le comprendre ouais, pour beaucoup de gens, effrayante. Je la trouve fascinante et infiniment inspirante dans le sens où c'est aussi la métaphore du fait qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a que les limites que l'on se fixe ou même inconsciemment. Et ce cosmos, ce voyage interne ou ce voyage interstellaire, oui, c'est quelque chose qui me fait rêver. J'adorerais pouvoir traverser la galaxie, les galaxies et encore mieux pouvoir rencontrer des peuples d'autres planètes. Bah oui. Oui. C'est pas une question de est-ce que tu crois aux extraterrestres. Non, c'est là, une évidence. oui, Il y a non, la là-dessus, vie dans l'univers. Oui, tu peux Donc te d'avoir dire- l'opportunité d'observer cette vie, ce que l'on ressent déjà en voyage, en allant de l'autre côté de notre planète. T'imagines ce que ça peut Ça t'apporter? te bouleverse, ça retourne ton cœur, tout ce que ça ouvre dans le champ des possibles, les visions, les cultures, les échanges. Imagine ce que l'on pourrait ressentir d'avoir un contact avec des peuples d'autres galaxies ou d'autres parties de la galaxie. C'est des paradigmes, c'est une explosion. Oui, sans que ce soit forcément une vie, mais juste, même, imagine une planète où tu peux respirer, machin. Bien Peut-être sûr, que ne t'auras serait-ce qu'une plante, un arbre, Oui, qui n'aura peut-être pas forcément les mêmes couleurs. Enfin, tu sais, ce que je me dis. un ciel avec des lunes. Ouais. Enfin, en fait, c'est tellement vaste que ça ne peut faire que rêver. Et peut-être que de notre vivant, on verra un peu l'être humain aller sur d'autres planètes. Ça semble bien parti pour. Ouais, Il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit y aller? Ce serait plutôt comment on doit y aller. Est-ce qu'on doit y aller pour une énième colonisation, exploitation inconsciente des ressources naturelles, ou est-ce qu'on doit y aller en conscience J'en ai bien peur. comme une espèce qui finalement arrive à un autre niveau de conscience et à un autre stade de son développement en tant que civilisation qui, comme quand l'avion est apparu, un peu
de cette manière-là, il y a cette nouvelle ère où on peut se déplacer de planète en planète, mais force est de constater qu'on n'a pas la sagesse aujourd'hui, en tout cas la plupart de nos grands gouvernements, dirigeants, etc., ne sont certainement pas dans cette vision consciente, sage du voyage interstellaire. On pense déjà à la survie, on pense déjà à extraire des minéraux, des matières premières. À mon avis, il va falloir qu'on évolue à ce niveau-là aussi pour pouvoir être en harmonie avec les autres mondes. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on voudrait quitter cette planète? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas toute notre énergie, toute notre science, tout notre savoir attaché Chacun a un peu ses de la façons de soigner. rêver. Parfois, les rêves ne sont pas forcément meilleurs que les autres. Il y en a Bien qui ont sûr. d'autres idées, d'autres rêves. C'est ça. Chacun a ses rêves. Et rêver, ça rend un petit peu heureux aussi, quelque part. Enfin, de ne pas avoir tout ce qu'on peut avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'espérer quelque chose, d'avoir envie de quelque chose et de ne pas l'avoir. Ça permet de garder une certaine excitation, de garder une espèce de, pas une foi, mais une espèce de… C'est comme je dis toujours, en fait, quand tu as tout ce que tu veux dans la vie, je trouve que c'est pas très rigolo. Je dis pas qu'il faut rien avoir, ça c'est difficile. Mais quand on a tout, c'est moins rigolo. Quand tu rêves, je sais pas, on va dire d'une super maison, tu vas faire plein de trucs pour faire en sorte de potentiellement peut-être l'avoir. Mais une fois que tu l'as, c'est un peu l'ennui, tu l'as, ça devient ta norme, tu vois. Donc c'est bien d'avoir toujours ce rêve et de se dire que peut-être que pour l'instant rien n'est vraiment possible, peut-être que ça viendra un jour. T'es heureux, Steve? Très. Ouais. Très. En quelques mots, qu'est-ce qui te rend heureux? Le fait d'être incarné justement à l'échelle de cet univers, la probabilité de faire l'expérience d'une vie humaine sur cette planète merveilleuse, d'avoir des interactions avec d'autres. C'est ce qui me rend profondément heureux, de faire ce que j'aime, de m'autoriser et de faire en sorte de manifester mes rêves, de créer la vie dont je rêve et quelque chose qui soit justement ouvert sur l'interaction à l'autre, dans l'apprentissage permanent, dans le partage, dans la découverte. Donc oui, profondément heureux et reconnaissant. Quel conseil ou en tout cas quelle clé du bonheur tu pourrais donner à une personne qui peut-être n'a pas le moral et qui regarderait la vidéo aujourd'hui? Quelle serait ta petite clé comme ça, un petit conseil pour que la personne qui nous regarde se sente un peu mieux? L'instant présent. Et de nouveau, au-delà du cliché, de tous les trucs de yoga un peu, le yoga originel, etc., fait partie des savoirs et des disciplines que nos ancêtres avaient déjà réalisées comme étant des voies pour nous amener à une forme de présence, peut-être pas la joie ou le bonheur, mais déjà la paix. Et que ce soit la pratique martiale, les arts, la philosophie, on en revient toujours à cette et unique chose, la seule chose que nous avons, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant. Qu'on soit dans nos têtes, dans des peurs, dans des souvenirs, dans des traumas ou dans le futur en train de projeter, de se dire j'aimerais avoir ça, des angoisses de ne pas arriver à. Ramener son état, son corps, son esprit le plus possible, et c'est quasiment impossible pour un esprit humain d'être tout le temps présent, mais en tout cas, tâcher d'être le plus dans l'instant, présent, connecté à l'autre, aux autres, à soi, ici et maintenant. C'est réellement, je pense, la clé la plus puissante pour notre paix et notre joie d'être. Et c'est un travail qui est interne, accessible à tous et en permanence. Et c'est peut-être ça le voyage de la vie, c'est de réussir à finalement ne pas louper le wagon de sa propre existence et réaliser que c'est chaque pas, que tout se déroule maintenant, à chaque respiration. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que je pratique au quotidien, c'est ce que j'aime dire aux gens en général. Et pourtant, je suis le premier à vivre dans le futur, parce que de par mon job, je suis toujours sur le planning du mois prochain, on pense à préparer sa valise pour le lendemain, pour machin. Et puis aussi dans le souvenir, se dire « Ah, tel moment était super ». Mais je pense que l'instant, là, tout de suite, essaie de ressentir tout ce qui peut te faire plaisir déjà. Là, par exemple, la température, elle est juste superbe. Non mais, tu vois, le son, il est… On est entre nous, on parle de belles choses. Enfin, tu vois, depuis tout à l'heure, je me dis ça. Et je trouve que c'est hyper important de se dire, là, le moment, je suis en train de le kiffer. Juste ce moment-là. Combien de fois ça m'arrive de me balader ou d'être en voiture, en scoot, machin, et de voir un super coucher de soleil. Et ça, je donne toujours cet exemple. Et
je m'arrête, je coupe le contact, je sors, je regarde. 10, 15, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais c'est tellement enrichissant. Et tu sais, de prendre en considération ce qui se passe, je trouve que ça, tout de suite, tu as les poils, ça fait, je dis, je suis heureux. Enfin, je sais pas si c'est ça qui est heureux, en tout cas, l'accumulation de tout ça, et je pense qu'on est un peu raccord là-dessus. Merci, Steph, pour cet échange qui a été hyper enrichissant, que j'ai adoré. Tu nous as fait voyager tout ce qui se passe dans ta tête, dans tout ce qui se passe dans ton corps. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Steph, je vous invite à regarder, à écouter notre échange qu'on a fait pour Off Art, où on a parlé un petit peu de tout ça, mais de façon complètement différente. Et je trouve que cet échange-là, il marche bien avec l'autre. Je pense que les deux peuvent aller ensemble, donc je vous mettrai le lien avec tout ça. Merci Steph. Merci Mathieu, c'est toujours une joie, un plaisir d'échanger avec toi. Pareillement.